Ça tourne. Alors sur le secteur 4, on est toujours dans le cadre et dans la compréhension de cette UNF 46, donc ce grand bâtiment qu'on considère comme étant bipartite, donc avec deux pièces qui forment des rectangles d'un peu plus d'une dizaine de mètres de long et large d'un peu plus de 8 mètres. Et ce qu'on a pour objectif cette année et ce qui vraisemblablement constitue l'hypothèse de travail, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur des pièces du bâtiment serait plus ancien que le bâtiment lui-même. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment aurait été fondé, donc c'est-à-dire qu'une tranchée a été creusée pour installer ces blocs, et cette tranchée a percuté la totalité des niveaux qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment, qui sont donc plus anciens. Les niveaux d'occupation du bâtiment, pour l'instant, on suppose qu'ils étaient plus hauts, donc qu'ils ont complètement disparu, et probablement au moment de la mise en culture des parcelles. Donc là, parmi les objectifs principaux pour cette année, c'est d'essayer de comprendre l'organisation architecturale de ce bâtiment, donc pourquoi à certains endroits des blocs ont disparu, et d'essayer de dater le moment où ces blocs ont été enlevés, peut-être la fin de la protohistoire, peut-être la période romaine, peut-être plus tard encore. Au niveau des murs, aux endroits où les blocs sont conservés, l'idée est d'essayer de dater l'installation de ces blocs, justement, donc en curant le sédiment qui comble la tranchée autour des blocs et en récupérant du mobilier. On va essayer de dater l'installation de ces blocs, justement. Et puis parallèlement, on œuvre aussi un petit peu à l'intérieur de ce bâtiment pour essayer de comprendre comment s'articulent les vestiges entre eux. Si on prend l'exemple de ce mur là dont il en reste seulement un petit lambeau, on se rend compte qu'il s'arrête assez nettement juste devant le mur de l'UNF 46, donc de celui qui fait partie du grand bâtiment. L'hypothèse alors, à cet endroit précis, c'est que ce mur-là a pu être détruit au moment de l'installation de l'UNF 46, de ce très grand bâtiment. Donc ça, c'est un exemple des petites choses qu'on effectue sur ce secteur, à savoir essayer de replacer dans le temps, en chronologie relative, ce qui est postérieur, les vestiges entre eux, ce qui est postérieur, ce qui est antérieur, ce qui est contemporain, etc. Donc là, parmi les vestiges qui se trouvent à l'intérieur du four, à l'intérieur de l'UNF 46, pardon, on a un four donc, qui a été mis au jour l'année dernière déjà, donc paroi de la cloche qui formait un genre de cercle, un ovale plutôt. Et cette année, on se concentre à l'intérieur et on se rend compte que ce qui constituait la cloche, donc la terre rubéfiée, faut imaginer que ce four était couvert avec seulement une petite ouverture pour enfourner les céramiques ou en tout cas les choses qui étaient mises à cuire. Donc cette cloche se serait en partie effondrée à l'intérieur du four, et c'est ce qui correspond à ces éléments rubéfiés, donc de la terre brûlée finalement, de la terre brûlée et lissée. Ce qu'on aperçoit sous ce niveau de destruction du four, c'est la sole qui apparaît, donc la sole qui est le plan de pose des éléments qu'on veut faire cuire. Donc la prochaine étape, ce sera de dégager cette sole en entier pour voir si elle est conservée sur sa totalité, donc sur toute l'emprise du four, ou alors si à certains endroits elle a été détruite, pourquoi, etc. Ce qui sera intéressant aux abords de ce four, c'est de fouiller les couches qui l'enserrent et, si possible, en fonction du mobilier qui se trouve dans ces couches, essayer d'interpréter quelle était la fonction de ce four. Est-ce que c'est un four qui a servi à faire cuire des aliments? Est-ce qu'on va retrouver beaucoup de faune par exemple, beaucoup de petits ossements,
qui pourraient suggérer que des préparations culinaires ont pu avoir lieu avec de la viande, enfin que de la viande a pu être cuite. Enfin, voilà. Alors là, dans cette partie du secteur, on se trouve à un point un peu stratégique et surtout dense en vestiges. D'abord, on se trouve au niveau de l'angle, d'un des angles de l'UNF 46. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet angle-là a été complètement épierré. C'est-à-dire que les blocs qui constituaient le mur à cet endroit-là ont été récupérés. Donc, ne subsiste que ce qu'on appelle le mur conservé en négatif, c'est-à-dire une ligne, un angle brun, creusé dans ce niveau gris qui correspond à la tranchée d'épièrrement. Donc là, Juliette est en train de vider le comblement de cette tranchée d'épièrrement. Et la forme que ça dessine correspond sans surprise à l'angle du bâtiment. Là où c'est dense dans ce secteur, c'est également cette bande d'argile, donc qui a été repérée depuis quelque temps déjà, mais qu'on a cette année commencé à vider, qui, au même titre que le mur que j'ai présenté tout à l'heure, a été coupé par l'installation de l'UNF 46, à la fois à son extrémité nord et ici à son extrémité sud. Donc là, finalement, dans l'ordre des choses, au moins à cet endroit-là, pas partout, mais à cet endroit-là, on commence à comprendre la chronologie relative des différents vestiges. Donc si on prend les choses dans l'ordre, on rembobine encore un tout petit peu. On a ici un mur constitué enfin ce qui nous paraît être un mur en tout cas, constitué de galets et de moellons de basalte, qui s'interrompt au niveau du linéaire que je viens de présenter, donc qui semble avoir été cassé, entamé par ce linéaire jaune dont je parlais, donc qui s'oriente à peu près dans un axe nord-sud, et plus récemment, cette tranchée qui a elle-même cassé le linéaire jaune. Donc voilà, c'est sur cette méthode en tout cas, et puis cette appréhension de cet espace qu'on essaye de travailler en déterminant ce qui est plus ancien et ce qui est plus récent que quoi, pour comprendre la totalité du secteur. Le carré qu'ils sont en train de nettoyer ? Ouais. En fait, on essaye de percevoir les limites entre les couches qui viennent du nord et les remblais qui sont installés au sud. Parce que donc on est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe avec cet espace-là, cet angle, donc l'angle sud-ouest, où on a donc un mur qui est relativement ancien, des alignements de blocs de basalte, deux notamment, qui ne semblent pas former une unité, mais qui pourraient fonctionner ensemble, et surtout cet aménagement de galets qui est sans doute soit un sol aménagé tel quel, c'est-à-dire directement, on marche directement sur les galets, soit plutôt un hérisson de sol, c'est-à-dire qui vient soutenir une chape de terre. C'est un peu l'hypothèse sur laquelle je suis en train de travailler, parce qu'on a des grandes flaques argileuses dans la zone là-bas, derrière les fers à béton. On a donc des grandes flaques entre guillemets, donc argileuses, qui pourraient renvoyer soit à un sol détérioré, soit à de l'architecture fondue, de l'architecture en terre fondue. Donc c'est aussi ce qu'on est en train de chercher là-bas, c'est-à-dire que si on arrive à percevoir la jonction entre les couches qui viennent du nord et les remblais du sud, on pourra aussi délimiter des zones à fouiller pour ces flaques-là. Voilà. On a repéré quelques petites possibles structures sur ce niveau, mais on n'a pas de certitude concernant ces structures.